retrouvons pour la suite donc, de Parlons IA ce matin, donc avec une nouvelle table ronde qui s'annonce tout aussi passionnante que celle que nous venons de vivre, qui s'appelle donc IA et Start-up, réalité, réglementation et perspective. Et pour aborder notamment la réalité du marché, les réglementations et cette perspective, j'ai le plaisir de recevoir donc Sandrine Degos, vous êtes la présidente de Care Insight, Yann Le Guyou, vous êtes le cofondateur et directeur général de Biosensi, et Stéphanie Lopez. On vient de vous voir dans ce reportage qui était très intéressant. Vous êtes donc ingénieur data scientist et chef de projet pour l'Université Côte d'Azur. On va commencer avec vous. On vient de le voir dans la vidéo, donc ce projet Longscreen AI que vous avez lancé, qui est un projet, je crois, de recherche appliquée avec un financement IDEX, vous allez nous en parler. Et on aimerait avoir votre retour terrain et surtout comment aujourd'hui on peut construire un projet d'IA comme vous venez de le décrire. Très bien. Alors, c'est un travail qui s'organise selon différentes phases, mais toujours centré sur un seul objectif, c'est accompagner les professionnels de santé dans l'amélioration de la prise en charge des patients. Cela passe bien sûr par la précision diagnostique, mais aussi la rapidité d'analyse, et ce, dans un contexte tendu dans les effectifs des professionnels de santé. Donc c'est pour ça que dès le début du projet, il faut être accompagné d'un professionnel de santé pour bien comprendre l'environnement dans lequel on travaille, pour bien comprendre le besoin métier auquel on essaye de répondre et aussi, bien sûr, pour assurer la qualité des données sur lesquelles on va entraîner notre modèle pour qu'il soit performant et pertinent. Pour nous, avec le professeur Padovani, qui est radiologue au CHU de Nice, on a validé la preuve de concept en 2 ans. Et en plus, comme le disait le professeur Leroy tout à l'heure, l'IA en santé n'a d'intérêt que si elle rentre dans la pratique quotidienne. Donc c'est pour ça qu'il faut très tôt rentrer en contact avec la recherche clinique pour comprendre le flux des données au sein des établissements de santé et aussi l'équipe de services informatiques pour gagner du temps sur la veille technologique et bien comprendre les spécificités techniques des logiciels utilisés au quotidien par les praticiens. En parallèle de cette prise de connaissance du terrain, il faut répondre à des appels à projets. Pour ma part, en 2020, j'ai bénéficié de l'opportunité d'un appel à projet d'AstraZeneca, voire s'ouvrir à des partenariats industriels pour obtenir des financements conséquents permettant de recruter une équipe opérationnelle sur un temps relativement long. Parce que l'IA en santé, ça prend du temps, minimum 1 an, parce qu'il faut le temps déjà de recruter les bons profils, trouver un compromis entre le salaire attractif, la motivation pour un projet à fort impact social, également les ambitions individuelles. Et une fois qu'on a recruté, il faut aussi créer une synergie entre les différents profils et surtout leur permettre de comprendre le domaine d'imagerie médicale. Donc, s'il faut résumer comment on fait pour passer d'un projet académique vers l'intégration d'une étude clinique. Il faut d'abord un professionnel de santé qui soit pilote, comme ça nos résultats sont connus en interne de manière à ce que d'autres professionnels de santé viennent nous solliciter. Travailler en étroite collaboration avec la recherche clinique et le service informatique pour faire en sorte que notre IA soit rapidement intégrable et bien sûr une équipe technique qui soit motivée. Alors c'est intéressant qu'on parle d'équipes techniques. Si on focalise sur les équipes de recherche, vous êtes au centre un peu entre les startups, le monde industriel, le monde de la clinique et de la recherche. Quand on lance un nouveau projet d'IA en santé, comment une équipe de recherche doit s'organiser pour que ça puisse fonctionner ? Alors pour moi, c'est évident que le milieu académique, c'est le berceau de l'innovation. Mais je pense que surtout dans l'IA en santé, pour pas que cette IA reste sur les étagères et puisse rentrer directement sur le terrain, il est nécessaire d'avoir un soutien industriel pour avoir vraiment la compréhension de ce que c'est qu'un dispositif médical. Pour ma part, depuis le début, j'ai bénéficié d'un partenariat avec Therapixel, une société française qui est orientée sur le cancer du sein. Et cela m'a permis très tôt de comprendre l'intérêt de rester à l'écoute du marché, si nécessaire, pivoter l'activité, donc d'avoir une méthode agile et proactive. Ce n'est pas toujours possible d'organiser ce genre de partenariat. Donc maintenant, il y a de plus en plus de formations pour les ingénieurs et les chercheurs de manière à monter en compétence sur cette logique marché, comprendre ce que c'est qu'un business model, comprendre la réalité du terrain. Par exemple, l'Université Côte d'Azur propose la formation Deep Tech Founders. Et une fois qu'on a donc un projet suffisamment mature et qu'on a bien parlé avec les équipes de valorisation de l'université, on rentre en contact avec l'incubateur et ou la société de transfert qui sont en partenariat avec l'université
de manière à pouvoir justement transférer la technologie. Et par exemple, l'an dernier, j'ai participé au programme Tandem de la BPI, ce qui m'a permis, en étant accompagnée par l'incubateur PACA Est, de rencontrer des profils business et de considérer le projet sous un autre angle. Oui. Je pense qu'on pourra en reparler avec Yann qui donnera également son retour d'expérience. Vous l'avez dit Stéphanie, lorsqu'on a préparé notamment la table ronde, où vous êtes vraiment très vigilante et très focalisée sur la place du médecin dans ce projet, dans l'équipe. Comment vous voyez cette place du médecin avec l'IA, parce que dans la préparation, on parlait de face à l'IA et lorsqu'on a parlé, on s'est dit en fait c'est vraiment un aspect vraiment très inclusif. Donc comment vous voyez cette place du médecin dans les projets de recherche? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'intégration de l'IA dans les dispositifs médicaux pose cette délicate question du possible remplacement à terme des professionnels de santé par l'informatique. Il faut trouver un équilibre entre enthousiasme et crainte. Tout à l'heure, je parlais de la nécessité d'une collaboration entre les professionnels de santé et les ingénieurs en IA pour bien comprendre le métier et aussi avoir des données de qualité. Mais au-delà de ça, il faut aussi l'acculturation des professionnels de santé aux enjeux de l'IA. Si je peux me permettre une analogie, c'est comme quand on est passé de la machine à écrire vers l'informatique. Il faut bien comprendre les enjeux qui sont derrière et comprendre que l'IA est un soutien à l'humain et pas une solution magique. Alors comment on fait pour intégrer la technologie au service de l'humain ? Il faut garder en tête que la pratique obéit en fait aux conditions de travail. Donc même si les radiologues ont envie de s'affranchir de l'IA dans un premier temps pour ne pas biaiser leur diagnostic et ensuite seulement comparer leurs résultats à celui de l'IA, au final, il y a des études sociologiques, notamment celle du professeur Gaglio à l'Université Côte d'Azur, qui montrent que sous la pression de la charge de travail, notamment en raison des problèmes d'effectifs, les radiologues finissent par utiliser l'IA dès le début. Alors on peut se poser la question, est-ce que cela aura un impact éthique sur leur profession ? Quoi qu'il en soit, comme je le disais dans la vidéo, il est nécessaire, notamment pour le marquage, d'indiquer que le rapport n'est qu'un support au diagnostic et que la responsabilité de la décision finale revient toujours aux professionnels de santé. Très bien. Stéphanie, je pense que dans toute la table ronde qu'on va avoir là, ce matin, n'hésitez pas à réagir, parce que je sais qu'entre les aspects recherche, entrepreneuriaux et également aussi la partie clinique, vous pouvez beaucoup apporter. On va continuer sur toujours ces thématiques, notamment des startups. Avec vous, Sandrine, on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives autour de l'IA. On ne sait pas exactement combien de solutions existent aujourd'hui sur le marché, mais c'est ce que vous avez fait avec votre société CareInsight de pouvoir répondre à cette question. Et donc la première que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous donner dans le document, l'étude que vous avez fait, les principales tendances en fait du marché que vous voyez, ainsi que peut-être un premier panorama des solutions d'IA. Vous êtes très attendu par rapport à ce point. Merci. Alors, on a effectivement une veille qui s'appelle Health Tech Intelligence, avec une méthodologie où on fait à la fois de la revue de littérature, la suivi des publications scientifiques, et notamment en IA, c'est très important pour gagner de la confiance, la veille réglementaire. On a aussi structuré une veille sur les datas des entreprises, les évolutions, le chiffre d'affaires, les dépôts de brevets, les marquages CE. Donc on a un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de suivre le marché. Et puis on fait des entretiens et de l'écoute active. Ce qui est important peut-être de dire, c'est qu'on a une approche parcours. Point de rupture pour les patients, besoin des professionnels. Et ce qu'on va chercher à chaque fois quand on fait ce type d'études, c'est d'identifier la valeur ajoutée que peut avoir une solution ou des solutions pour les startups. Alors concrètement, sur les tendances de marché, l'IA existe, bien sûr. Vous avez le PowerPoint qui est affiché à l'écran. Voilà. L'IA existe et des solutions numériques existent depuis de nombreuses années pour accompagner les patients, notamment dans leur parcours. Et ce qu'on voit aujourd'hui arriver, c'est l'intégration de l'IA dans les outils d'aide à la décision et dans l'aide au diagnostic, particulièrement dans les maladies respiratoires, pas beaucoup plus qu'ailleurs, mais effectivement, cela existe. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a une classification HAS sur ce type d'outil, qu'elle n'est pas forcément adaptée à l'IA, et que la HAS se pose d'ailleurs cette question de l'IA dans les dispositifs médicaux, outils professionnels de santé, comment on les évalue, est-ce qu'on doit les évaluer, et comment on peut faciliter leur accès au marché. Alors,
pourquoi ces deux types de solutions qui utilisent l'IA? Poser le bon diagnostic, on en a parlé tout à l'heure en imagerie notamment, éliminer le plus vite possible tous les diagnostics différentiels et les errances diagnostiques bien sûr pour les patients dans les maladies respiratoires, et l'aide à la décision médicale, l'aide à la décision thérapeutique dans des pathologies qui sont de plus en plus complexes, qui aussi ont des options et des schémas thérapeutiques possibles, complètement différents. Et donc, ces deux tendances sont ceux sur lesquelles on a pu voir émerger des solutions. Concrètement, on a trouvé une vingtaine de solutions sur le marché disponibles en France, qui sont beaucoup sur le cancer du poumon. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'image. Effectivement, de l'aide au diagnostic existe. La promesse de ces solutions, qu'est-ce que c'est? C'est de gagner du temps médical. Et en général, les sociétés vous disent vous allez gagner 30% de temps dans l'analyse de l'image. La deuxième, c'est d'avoir 99% de sécurité sur la nature négative prédictive. C'est-à-dire, ce n'est pas ça à 99%. Ça vous permet aussi de vous aider à assurer. Et puis, de pouvoir optimiser le traitement, bien sûr, et le diagnostic après. Ça, c'est les premières solutions. Et vous voyez, c'est là où il y en a plus. Le deuxième type de solution, ce sont des IA plus prédictives et préventives qui permettent d'évaluer les évolutions des pathologies respiratoires. Et là, je laisserai Biosensi en parler plus précisément sur les promesses que cela peut apporter. Dans ce panorama, on a aussi pu voir des données en fait, sur quel type de solutions sont proposées. Majoritairement aujourd'hui, ce sont encore des logiciels qui donc, sont intégrés dans des systèmes d'information. On voit émerger des plateformes qui arrivent aussi, et puis quelques applications d'IA qui permettent d'avoir une utilisation au quotidien différente. Ce qu'on note aussi, c'est que finalement, les premières startups sur ces segments-là ont commencé à être créées en 2010, donc de façon récente, 2010-2012. On en a vu plus en 2017. Et ce qui me paraîtrait intéressant de regarder, c'est non pas l'année de la création, mais l'année d'arrivée sur le marché des produits, parce qu'effectivement, la certification, la validité de l'algorithme demande de passer par certaines étapes. Et entre le moment où on a l'idée, le moment où on crée la société et le moment où on est vendable, il peut s'écouler beaucoup de nombreuses années et de nombreux aléas pour les sociétés, bien sûr. Alors, je crois, Sandrine, que vous souhaitiez faire aussi un focus notamment sur l'aide à la prescription, qui est une tendance importante. Qui est en train de vivre en fait une nouvelle révolution, surtout un nouveau gap. On connaît les outils d'aide à la prescription qui vous donnent en fait la liste des traitements, les effets secondaires, qui vous permettent de choisir et d'optimiser des schémas thérapeutiques. Ce qui est en train de se passer, c'est que ça devient très personnalisé et que ça va intégrer d'autres types de données, que ce soit des données génomiques, des données biologiques, des données aussi comportementales, comment le patient lui peut absorber ou être adhérent en fait à une thérapeutique pour pouvoir affiner ce traitement et affiner des schémas thérapeutiques. Donc c'est effectivement une nouvelle façon d'utiliser des données et de les corréler pour pouvoir encore mieux aider les professionnels à choisir des traitements. Alors vous êtes une observatrice du secteur et donc ce qui est important, c'est au-delà peut-être de ce panorama, c'est également de donner peut-être les freins que vous avez identifiés sur ces diffusions, puisque ça a été dit par les autres intervenants qu'il y a beaucoup de solutions et il y a parfois la complexité en fait les diffuser. Donc quels sont les freins que vous avez identifiés pour son adoption? Alors c'est 4 types de freins qui ont déjà été un petit peu cités, mais si on devait les classer, un des premiers freins, c'est la validation scientifique des outils. C'est important d'avoir alors, il y a un cadre réglementaire, un marquage CE, mais une vraie validité des publications sur ces outils. Et je rejoins ce qui a été dit également tout à l'heure sur la connaissance et la transparence de sur quoi se base l'algorithme. Les professionnels ont besoin de comprendre si la logique leur convient, s'il y a des biais dans les données potentiellement. Donc cette confiance collective autour de l'algorithme lui-même passe par la preuve scientifique apportée de l'outil, et donc ça nous paraît effectivement être un frein et une nécessité presque, voilà, si on devait balancer la notion du frein. Le deuxième sujet, c'est la culturation des professionnels à l'IA. L'IA, c'est très large. Si on devait définir l'IA, on pourrait vous parler du deep learning, on pourrait vous parler du machine learning, on va vous parler de l'IA générative, du LLM. Donc
Est-ce qu'on a besoin de tout connaître? Non. Est-ce qu'on a besoin de connaître un peu? Sans doute. Et donc cette acculturation à travailler avec de l'IA, à comprendre ce que c'est, à comprendre l'importance du mécanisme apprenant, ça nous paraît effectivement quelque chose qu'il faut apporter auprès des professionnels de santé, et on y travaille d'ailleurs avec Ethikia fortement. Et le deuxième point, c'est l'intégration dans les systèmes d'information, mais aussi dans la pratique. À quel moment j'utilise mon outil, à quel moment je dis au patient que j'ai utilisé mon outil, à quel moment ça devient un élément de ma relation patient-médecin. Cette intégration dans ma pratique est aussi quelque chose de très important. Le troisième défi, c'est un défi de financement. Défi de financement pour les entreprises parce que des études sont nécessaires, de l'accès à la donnée sont nécessaires, des compétences rares aussi qui sont nécessaires. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est l'investissement qu'on est capable de donner aux entreprises et qui crament du cash, comme on dit dans le monde de la start-up, pour pouvoir arriver sur le marché. Le deuxième obstacle, c'est comment j'achète, et donc quel est mon marché, avec des pistes aujourd'hui sur l'accès au remboursement, notamment de certaines solutions d'IA. Mais pour les professionnels de santé aujourd'hui, un logiciel qui intègre de l'IA, c'est un outil professionnel qui n'a pas une évaluation et un mode de financement dédié. Donc c'est un choix d'investir ou de ne pas investir. Je n'ai pas forcément non plus dans ma pratique un acte qui est coté comme un acte technique qui me permettrait d'investir en fait sur des outils d'IA. Donc même si ça bouge, c'est pas encore figé, c'est pas encore fixé, et donc ça peut être un frein sur l'accès au marché. Et puis le dernier point, c'est la responsabilité médico-légale de l'utilisation de logiciels qui embarquent de l'IA, où les médecins se posent encore la question de qui va être vraiment responsable. Je vais peut-être finir juste sur une note positive, parce que moi je suis une IA enthousiaste globalement, donc je voudrais peut-être vous donner un peu de tendance qu'on a aussi recueillie. C'est que ça bouge et que ça avance, globalement en France, ailleurs bien sûr aussi, mais en France aussi, et que les patients sont en demande. Aujourd'hui, on voit des patients choisir, notamment dans les pathologies rares ou complexes, d'aller dans des centres qui intègrent de l'IA. Vraiment, c'est résolument un choix de dire je préfère avoir, dans un cadre de pénurie de médecins ou de complexité, un professionnel qui va utiliser l'IA plutôt que de ne pas l'avoir. Donc effectivement, ça c'est un choix. Deuxième point qui me paraît très important et qui est un peu plus large, c'est de construire une culture de la donnée. Construire une confiance sur le partage de la donnée. On voit des entrepôts de données de santé qui se construisent et qui sont financés aujourd'hui. Se pose la question du partage de la donnée dans ces entrepôts de données de santé. Et ça me paraît aussi très important de pouvoir le construire avec les professionnels de santé, parce qu'on a besoin aussi de construire une culture de la qualité de la donnée. Si la donnée n'est pas saisie à l'hôpital ou dans le soin de façon qualitative, on aura des mauvais logiciels à la fin et des mauvaises solutions, on ne pourra pas les utiliser. Et on est un peu en retard en France. Si vous lisez le très bon rapport Marchand-Harvier sur la donnée qui est sorti récemment, des pistes sont dressées et on a un retard à rattraper. Dernier point, le cadre réglementaire se structure en France, en Europe. On devrait être, je parle sous le contrôle de David Gruson, mais on est le 2 février. Aujourd'hui, 2 février, c'est l'intégration de l'IA Act normalement au niveau européen, donc avec la notion de garantie humaine. Mais effectivement, il y a un cadre positif de l'IA qui est en train de se poser. Et peut-être ma conclusion, c'est qu'avec l'IA générative, ça va aller encore plus vite et qu'on ne se dira absolument pas la même chose l'année prochaine lors de cette émission. Donc une troisième thématique qui pourrait développer l'année prochaine, complètement. C'est parfait. Et puis vous confirmez, Sandrine, la tendance de l'IA qui est forcément intégrée dans celle de la e-santé. La définition de la e-santé, c'est bien l'apport de la technologie et le changement organisationnel. Et que si vous apportez plein de technologies, mais que vous ne changez pas tous les aspects que vous venez parfaitement de développer, eh bien vous ne diffusez pas ces solutions. N'hésitez pas aussi, Sandrine, à interagir, puisque forcément, en vous écoutant, il y a une personne que je veux maintenant, à laquelle je veux donner la parole, c'est vous, Yann Le Guillou. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de Biosensi. Alors, tout ce que vous avez entendu par Sandrine sur ce panorama, cette analyse, c'est ce que vous vivez chez Biosensi. Peut-être nous décrire aussi ce que vous faites. Oui, ça fait quand même écho à ce que l'on vit tous les jours, où on parlait des freins, ils sont nombreux, mais il y a également des signes
moteur aujourd'hui en France et encourageant. Donc Biosensi, nous, on a créé la société avec Marie Pirotet, on est basé à Rennes, avec pour ambition, à l'époque, c'était en 2017, donc on se reconnaît bien dans ce que vous nous avez dit, là, en 2017, de pouvoir prédire les exacerbations de BPCO, qui est quand même un enjeu de santé publique majeur. Je rappelle juste quelques chiffres, c'est un peu plus de 48 milliards de coûts liés à cette pathologie-là en Europe, 52 milliards par an, 52 milliards aux États-Unis. Les exacerbations en France, c'est à peu près 2 milliards par an. Avec un peu plus de 130 000 hospitalisations. Donc nous, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir prédire les crises aiguës qu'on appelle exacerbations pour éviter les hospitalisations au mieux et à minima réduire la durée moyenne de séjour. Donc 2017, l'idée, création de la société, et aujourd'hui, on y est. On va mettre sur le marché à la fin de ce mois-ci notre solution prédictive pour permettre de détecter de manière précoce les exacerbations BPCO en moyenne 3 à 10 jours avant l'apparition de la crise sévère, qui permet d'ajuster les traitements thérapeutiques pour pouvoir justement prendre en charge la pathologie au mieux. Donc vous voyez un peu la durée, et tout ça, ça passe par des phases de certification réglementaire, marquage ce dispositif médical, par des phases de validation clinique des performances, bien évidemment, parce que c'est un enjeu majeur. Les validations cliniques, c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Et derrière, se pose effectivement la question de la pérennité sur le marché de telles solutions. Et pour cela, en France en tout cas, le Graal, c'est l'obtention du remboursement pour pouvoir pérenniser les solutions. Et il faut encore une fois que le niveau de ce remboursement soit suffisant pour permettre d'amortir les investissements qui ont été réalisés et pour qu'au final tout cela puisse profiter aux patients. Parce que je rappelle tout de même que lorsqu'on a une IA, qui est notre cas aujourd'hui, validée performance, encore faut-il qu'elle s'inscrive dans un parcours de soins pour avoir un impact organisationnel et clinique, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'est évaluées les performances des dispositifs médicaux dits à base d'IA. Et sur des critères d'impact organisationnel, d'impact sur la qualité de vie du patient, d'impact sur la morbidité, d'impact sur la mortalité. Et bien évidemment, on imagine très bien que le niveau de preuve clinique à apporter n'est pas le même, que les investissements ne vont pas être les mêmes. Et tout ça, ça coûte très cher, ça prend du temps. Donc là, on met sur le marché, mais on n'est pas encore remboursé. On commence une étude clinique pour pouvoir être remboursé. À partir de ce moment-là, l'IA, elle est figée, elle ne peut plus évoluer pendant son évaluation prospective sur un parcours de soins. On parle de 3 à 4 ans d'études. Derrière, montage du dossier réglementaire avant d'avoir le remboursement. Donc vous voyez, aujourd'hui, on met sur le marché sans être remboursé. On sera remboursé au mieux dans 4 ans. On s'est créé en 2017, donc c'est un peu plus de 10 ans quand même. On est sur des temporalités similaires pratiquement aux médicaments, sur des technologies qui évoluent très vite, ce qui veut dire que lorsque le patient en bénéficie pleinement et que le système de soins en bénéficie pleinement et qu'on est en capacité normalement d'atteindre une rentabilité à travers notamment et une pérennité, eh bien, il s'est écoulé un temps avec des évolutions technologiques qu'il convient de prendre en compte. Et on voit là toute la marge de progression encore du système, même si c'est mieux, pour accélérer ces délais et réduire ces délais, que ce soit réglementaires, cliniques, par trouver d'autres méthodologies, parce que c'est quand même très calqué aujourd'hui sur le médicament. Quand on a préparé cette table ronde, vous évoquiez quelque chose qui a été vraiment marquant sur l'exigence forcément, notamment sur les essais cliniques et l'intégration de l'IA. Est-ce que vous pouvez rappeler cette IA figée, le temps en fait que l'étude puisse se faire? Je pense que c'est intéressant de... Oui, complètement. Donc, pendant toute l'évaluation clinique, on n'a pas le droit de changer les règles du jeu. Donc, ça veut dire que l'IA doit être figée, c'est aujourd'hui dans les textes. Et interdiction, y compris si une amélioration pouvait être obtenue, et un bénéfice donc aux patients, interdiction de changer les règles, parce qu'on change les règles d'évaluation au cours d'une étude clinique, on biaise les résultats de l'étude pour faire court. Donc il va falloir agir de manière beaucoup plus rétrospective. Et les entrepôts de données ont un clé à jouer là-dedans pour avoir des sortes de patients numériques, entre guillemets, de l'information à processer et à évaluer beaucoup plus rapidement sur les impacts que ça peut avoir sur une prise en charge et raccourcir ces délais. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Je crois que Stéphanie... Je voudrais rebondir en fait sur quelque chose, c'est que là, pour le moment, tous les trois, on a parlé essentiellement du temps que ça prend d'aller sur le marché, donc comme si on était un peu les seuls à vouloir mettre entre les mains des professionnels de santé
un outil qui fera la différence. Mais il ne faut pas oublier que du coup, le jour où on s'aperçoit qu'on a un concurrent qui vient de faire le marquage, que nous, on est au milieu du process, c'est qu'on a beaucoup de retard. Et c'est pour ça que c'est une logique de first takes all qu'il faut vraiment rester rapidement à l'écoute pour pouvoir rebondir. Il faut avoir une approche itérative en fait, et proactive d'amélioration permanente, ce qui n'est pas tout de suite le cas encore. On a des marges de progression. Et puis il y a un volet qu'on a évoqué, mais qui est également hyper important, c'est la sécurité, la cybersécurité, parce qu'on parle de données. C'est clé. Il y a énormément de choses qui ont été faites en France, notamment sur la réglementation, etc., ce qui est très bien porté en particulier par l'Agence du numérique en santé. Ce qui est très très bien, sécurité, pérennisation des solutions dans le temps, c'est hyper important. Disponibilité des solutions aussi, disponibilité de la donnée, parce qu'il ne faut pas avoir de rupture de service quand même, c'est important. Mais cela ne doit pas se faire... Et aujourd'hui, il y a de l'emphase sur de la souveraineté des données, qui est un sujet majeur, très important. Mais la souveraineté en France, aujourd'hui, elle est abordée de manière un peu dogmatique par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas consensus en Europe, ce qui risque de poser des problèmes. Parce que la souveraineté, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus, c'est extrêmement important. Ceci étant, il ne s'agit quand même pas de laver plus blanc que blanc non plus. Et il ne faut pas que ça soit un frein majeur à un déploiement en France en particulier, alors que les autres pays d'Europe n'ont pas ce positionnement-là. De solutions innovantes qui permettraient d'améliorer l'efficacité de la prise en charge du patient pour un bénéfice patient et qui, au global, rendrait service au système de soins, tant sur des aspects coûts que, évidemment, prise en charge. Donc, il faut savoir garder raison et être pragmatique sur des sujets qui sont quand même émergents et pas, d'entrée de jeu, mettre un stop. Mais en vous écoutant, Yann, quels sont les leviers aujourd'hui que vous identifiez là, pour aider les startups à arriver sur le marché, mais comme l'a dit Stéphanie, pas avec un prisme uniquement de start-up et peut-être financier, mais aussi pour le patient, puisque derrière, c'est une innovation qui va être utile pour le patient. Voilà, quels sont les leviers que vous identifiez à date d'aujourd'hui ? Donc en fait, les leviers, ils sont quand même là. Il y a une vraie prise de conscience en fait, des autorités pour justement déployer ces solutions. La première prise de conscience, c'est quand même la prise en charge du remboursement pour la télésurveillance, qui est quand même, c'est une première en Europe, pas mondiale, parce que les États-Unis, ça existe déjà, mais quand même, c'est une première en Europe. C'est un premier maillon qui permet tout de même d'apporter une pérennité et un financement. Donc ça, on peut quand même être content sur ces sujets-là. La deuxième, c'est qu'il y a également un soutien étatique aujourd'hui parce qu'ils en ont bien conscience que les évaluations médico-économiques et les bénéfices cliniques, c'est quelque chose qui coûte très cher, en particulier pour des plus petites structures comme les nôtres. Donc là, il y a des appels à projets par BPI France qui ont été mis en place, dont on est lauréat, qui permettent de financer par de la subvention quand même à hauteur de 60% des essais cliniques de validation pour apporter des preuves cliniques. Quand on est sur des projets de 3 ans, sur des budgets qui dépassent le 1,5 million, voire les 2 millions, c'est quand même conséquent. Il y a une vraie prise de conscience qu'il y avait un trou dans la raquette. Et ok, c'est pas 100%, mais quand même, il y a des efforts conséquents. Donc ça, Et notre système en France, de ce point de vue-là, est quand même assez remarquable. C'est des effets quand même majeurs pour attirer des startups et faire que ça se déploie. Et puis après, les partenariats. Les partenariats sont essentiels entre petites structures start-up comme les nôtres, grands groupes, alors on a AstraZeneca, laboratoire pharmaceutique par exemple, mais il y en a d'autres dans le domaine de la santé, et notamment pour pouvoir avoir accès entre guillemets au marché. Parce que ça demande des ressources et des forces vives, et y compris à l'international. Ça passe par l'international. Ça, c'est nécessaire. Si je peux me permettre de compléter, c'est vrai que c'est bien d'avoir des partenariats entre industriels, mais je pense qu'aussi le fait d'avoir les partenariats académiques facilite justement tout l'aspect réglementaire, parce que la récupération des données auprès des CHU, c'est assez complexe, ne serait-ce que moi, au tout début, au moment de la preuve de concept, j'avais déjà initié un dossier réglementaire avec la DPO pour récupérer des données rétrospectives du CHU, en tout cas l'autorisation.
Ce dossier, ça a pris quand même 3 ans, et encore parce que institutionnellement, on est bien proche. Je pense que pour les industriels, il y a aussi un intérêt. Pour compléter ce que vous venez de dire, et dans le sens de Yann également, c'est que vous venez de parler de la subvention qui peut être octroyée par des acteurs comme BPI France. On a aussi le crédit impôt recherche. Et pour aller dans le propos de Stéphanie, c'est vrai que le fait d'avoir soit des doctorants ou d'avoir des collaborations avec des laboratoires de recherche a un effet démultiplicateur pour le crédit impôt recherche, qui est là aussi un dispositif qui est assez, on va dire, intéressé par beaucoup d'acteurs en France, mais aussi à l'international. On est reconnu sur ce point-là, donc je pense que c'est un élément important. C'est un élément majeur. Alors nous, on a beaucoup de collaborations, que ce soit clinique avec de nombreux centres hospitaliers en France, mais également que ce soit d'un point de vue purement scientifique, puisqu'on collabore avec Brest, Strasbourg, sur des nouvelles métriques que l'on est en train d'implémenter. Et de toute façon, ce qu'on développe, c'est issu d'une intelligence collective. Ça ne peut pas se faire, et ça a déjà été évoqué, ça ne peut pas se faire tout seul dans un coin de table, sur un coin de table par quelques personnes. Il faut avant tout que la solution serve, soit utile, pratique, ergonomique et intégrée dans des parcours. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je tiens quand même à le préciser, ce sont des aides. Ça ne remplace pas l'humain. L'humain est absolument essentiel dans la prise de décision. La prise de décision finale sera toujours humaine. C'est quelque chose qui doit permettre d'améliorer l'efficacité du système, de faire aussi bien, voire mieux avec moins de personnel, parce que c'est quand même en tension en France en particulier, on ne peut pas le nier. Et donc le but avant tout, c'est de pouvoir libérer du temps aux médecins. Les médecins, leur utilité, c'est pas de regarder des scopes et de regarder l'évolution de signes vitaux. Ça n'a pas de sens. Leur vraie utilité, c'est de se concentrer sur leur domaine d'expertise, sur les cas sérieux, graves, qui nécessitent une attention particulière, et pas là où ça va bien en fait. Donc, et c'est ça que ça peut faire, c'est là que ça peut aider, c'est ce qu'on nous on essaye de faire en tout cas au quotidien, d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Oui, Sandrine. Compléter sur l'approche, qu'est-ce qui peut aider les startups? Peut-être que culturellement, dépasser le stade des POC systématiques, parce que les entreprises de l'IA, alors surtout celles qui sont dans un domaine organisationnel, mais clinique également, même si elles ont l'accès au marché, même si elles ont un prix, même si elles sont validées, on va leur dire dans chaque hôpital pratiquement qu'il faut d'abord tester, qu'il faut d'abord faire un POC, et en fait on est à la succession de POC qui ne sont pas toujours avec des modèles économiques avant de pouvoir accéder à un réel marché. Or, une entreprise, elle marche parce qu'elle a des clients et elle marche parce qu'elle a un marché. Donc, peut-être qu'effectivement, si les établissements de santé, notamment clients, pouvaient pas se dire qu'il faut retester en local ce qui a déjà été testé ailleurs, et puis essayer d'avoir une logique de généralisation de solutions valides, ça permettrait sans doute à des entreprises d'acquérir des niveaux de marché qui les emmèneraient ailleurs également et qui permettraient d'innover. Et qu'on a connu au moment de la télémédecine. La télémédecine était très dans l'époque, parfois avec la commandante des ARS, avec des montants de 50 à 100 000 euros. Il y a un post qui a été fait sur LinkedIn par un acteur français, mais qui est basé aux États-Unis, et qui disait que voilà, c'était vraiment, le POC était vraiment à bannir pour les startups, parce que, et vous l'avez souligné Yann à juste titre, parfois c'est souvent des process longs, et que comme toute startup, il y a un programme à suivre, une feuille de route, et que voilà, on peut avoir à être défocalisé en fait de ce point-là. Alors, c'est un point qui est une bonne transition, parce que la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que c'est la technologie, je crois que Sandrine a commencé à y répondre, est-ce que la technologie c'est le point central ou c'est la dimension organisationnelle pour que ça puisse se diffuser? L'impact organisationnel est absolument clé. Oui. Enfin, sans impact, on ne fera rien, parce que c'est l'impact qui juge de l'utilité en fait de la solution. Donc, et c'est ce que je mentionnais à l'instant, c'est que l'IA, elle doit s'inscrire dans un parcours. De soins, c'est pas une fin en soi, c'est pas juste de l'IA dans un coin, c'est vraiment une prise en charge complète dans lequel l'IA peut jouer un rôle, mais pas que l'IA, surtout pas, ça n'a pas de sens. Donc on reste avec de l'humain, avec des décisions qui sont médicales et qui appartiennent aux soignants et aux professionnels de santé. Voilà, ça reste des outils, même si les outils peuvent sembler révolutionnaires, ça reste des outils. Il ne faut pas oublier ça.
Avant qu'on passe à la phase des questions, je sais qu'il y a un dernier sujet que vous vouliez adresser et que le professeur Leroy a déjà mis en exergue, c'est celui de la prévention. Et je crois aussi que dans ce cadre-là, vous avez aussi une belle annonce à faire. Hein. Je rappelle que vous avez fait, si mes notes sont bonnes, fait une levée de fonds en novembre dernier. Alors c'était en septembre. En septembre, oui, mes notes. Presque. C'est les articles qui étaient un peu plus tard. Donc voilà, nous parlez également de l'importance pour vous de la prévention dans ce schéma global de l'apport de l'IA. Oui, alors tout est lié en fait. On fait de la détection précoce des exacerbations. Solutions de médecine prédictive qui permettent de faire de la prévention et de prévenir les hospitalisations. Donc effectivement, c'est un sujet majeur, la prévention. Force est de constater que la France, elle est vraiment à la traîne en prévention par rapport à ses voisins européens et par rapport aux États-Unis. Ça demande une vraie révolution, hein, et un changement de système et un changement de mentalité. Typiquement, alors je peux donner un exemple, comment ça marche aux États-Unis, mais typiquement, lors d'une prise en charge hospitalière, les hôpitaux ne sont dédommagés ou de leurs frais hospitaliers par le système que s'il n'y a pas de réadmission du patient dans les 30 jours suivant l'hospitalisation. Donc on voit tout le système est fait pour prévenir les réhospitalisations en fait, parce que sinon les hôpitaux ils n'ont pas de revenus. Et non seulement ils n'ont pas de revenus, mais en plus ils ont les coûts à assumer. Donc c'est vraiment un changement de concept, hein, et un changement de mentalité. En France, on n'en est pas du tout là. Ceci étant, la prévention aujourd'hui est quand même un sujet clé et majeur. Tout le système de soins en a bien conscience. Et pour la première fois, il y a tout de même un accélérateur santé, l'accélérateur prévention qui a été mis en place. On fait partie de la première promotion, effectivement, faisant partie de cet accélérateur. On en attend beaucoup parce que c'est vraiment un problème dans cet accélérateur, on va vraiment pouvoir adresser toute la dimension de la prévention et tous les acteurs du système de soins en France sont présents, que ce soit les autorités, HAS, ANS, DNS, DGOS, etc., donc le ministère de la Santé, que ce soit les industriels, les start-up, les financeurs également, puisque c'est porté par BPI France, Paris Santé Campus, l'Agence de l'innovation en santé aussi, qui est un acteur important, qui a son rôle complètement à jouer sur le sujet de la prévention. Donc les lignes bougent. Il va falloir que ça bouge plus vite que ça ne l'a fait, mais c'est quand même des éléments qui restent, de mon point de vue, positifs, même si on peut toujours mieux faire et toujours aller plus vite. Donc voilà. Sandrine, vous qui observez tout le marché de la santé numérique, la prévention, c'est... Ah oui, alors on a fait la même étude sur la prévention au sens plus global et on a un panorama plus large en termes de solutions puisqu'on a à peu près 190 solutions aujourd'hui sur le marché de la prévention primaire, secondaire et tertiaire qui intègrent de l'IA également et qui a peut-être encore plus que les solutions que l'on vient de voir, une problématique d'accès rapide au marché et au modèle économique, puisque c'est moins clinique, c'est moins du DM. Donc oui, un gros potentiel d'avenir. Et peut-être à voir aussi avec une approche peut-être internationale, puisque vous l'avez cité, Yann, sur d'autres pays européens, voire aux États-Unis, où forcément l'aspect curatif versus la partie préventive est complètement différent dans sa prise en charge. Et on sait qu'en France, c'est souvent un élément qui est important, que beaucoup de start-up dédiées à la prévention peuvent être parfois dans le champ presque étatique en termes de responsabilité. Donc c'est un vrai sujet. Encore une thématique pour l'année prochaine. Ça y est, le programme de Parlons IA de 2025 commence à être bien chargé. Merci à tous les trois. Je rappelle, Sandrine, que votre étude sera partagée aux participants de cette webconférence. Et je vous propose qu'on commence également les questions ensemble. Alors, je les reçois directement. Alors, pour vous, Stéphanie, la puissance de calcul allouée à l'Onscreen AI est-elle locale au CHU de Nice? Avez-vous utilisé des modèles génériques de vision par ordinateur avant d'affiner leur entraînement sur des radiographies de poumons? Wow. C'est une question ultra technique. Très technique. Alors, qui est posée par un journaliste qui semble être également très technique. Tout à fait. Alors c'est vrai que la question de l'infrastructure de support pour les machines de calcul se pose entre un hébergement physique ou prendre du temps de calcul chez Amazon ou d'autres serveurs cloud. Pour nous, on a eu un financement dès le début pour avoir des serveurs physiques avec des GPU
Et ça aussi, ça a intégré dans les coûts de dimensionnement dès le début. Et puis, comment on a fait la preuve de concept? C'est essentiellement la première partie, c'est celle qui prend le plus de temps, c'est de regarder les données, les pré-traiter, c'est ça qui prend le plus de temps. Et puis après, on est parti sur les modèles d'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, parce que c'est ce qui marche le mieux dans l'image. Voilà. Merci Stéphanie. Je crois une question que Yann, vous pourriez prendre, puisque quand on voit l'exigence en termes de médicaments, parce qu'on a un peu parlé juste avant l'émission, comment vont se passer les procédures d'accréditation des outils de l'IA? Alors, je peux parler de comment ça se passe pour nous. Après, ça ne veut pas dire que ça soit une généralité. Donc tout ce qui est validation des performances pour avoir accès au remboursement, grosso modo, tous les protocoles cliniques sont basés sur ceux du médicament. Ça reste de l'étude randomisée, double aveugle, double bras, etc. Donc des processus très classiques dans l'approche. Les appareillages avec le système national des données de santé est attendu. Il faudrait que ça s'accélère parce qu'on a un délai trop long entre le moment où on fait les demandes et le moment où il se passe presque un an. Qui permettrait d'accélérer les choses pour pouvoir générer des bras comparateurs, c'est-à-dire limite, parce que l'enjeu dans la partie clinique, c'est l'inclusion du patient en fait, donc il faut inclure vite. Et donc si on peut se permettre d'avoir un bras prospectif et un bras comparateur sur des études basées sur plus de données pour pouvoir généraliser, effectivement on gagnerait en souplesse et en réactivité. Mais oui. Alors une question pour Sandrine et pour vous Yann aussi, enfin c'est ce que je pense voir avec cette question, les contraintes réglementaires que notamment vous avez souligné Sandrine ne risquent-elles pas de limiter nos chances d'accéder aux innovations en santé? Les entrepreneurs ne vont-ils pas se concentrer sur d'autres marchés plus favorables? Qui répond? Alors, on est dans la santé, on est dans la médecine. Le cadre réglementaire, avant l'IA, il existait déjà, finalement, un dispositif médical ou un médicament. Voilà, il y avait déjà un cadre réglementaire. Je rejoins ce que disait Yann, c'est qu'il ne faut sans doute pas rajouter du cadre réglementaire au cadre réglementaire, notamment sur des dimensions qui sont autres que celle de la validité et de la validation d'un algorithme. On sait que c'est long en France. Il y a des fast track qui essayent de se mettre en place. On l'a vu pour le médicament aussi. Est-ce qu'ils sont performants? Ils sont sans doute encore à améliorer. Je pense qu'il y a quand même une conscience qu'il ne faut pas alourdir le cadre réglementaire pour permettre à l'innovation de vivre. Oui, complètement. Le cadre est là. Après, c'est les règles du jeu. On ne joue pas dans ce domaine-là si on n'accepte pas non plus les règles du jeu. Il n'est pas arrivé par hasard non plus ce cadre réglementaire. C'est quand même là pour éviter des drames. Ça ne s'est pas fait tout seul et ça ne s'est pas fait en un jour. Il a son utilité. C'est quelque chose de nécessaire. D'autres domaines sont extrêmement réglementés également. Le spatial est extrêmement réglementé. L'industrie de défense est extrêmement réglementée également. Donc la santé n'est pas le seul domaine réglementé. Donc voilà. Les règlements sont là partout et c'est partout et c'est global. Quand je dis global, c'est à travers le monde. Donc, et puis c'est un élément dans le numérique, la confiance est un élément essentiel. C'est une marche à l'entrée, c'est une barrière concurrentielle aussi. Tout le monde ne peut pas y aller. Donc il faut savoir tirer parti de ça également de manière intelligente. Par contre, ça demande des investissements, effectivement. Ça coûte cher. Et aussi, c'est une question d'organisation. C'est vrai qu'on sait dès le début qu'on aura des barrières réglementaires, mais c'est pour ça que dès le début, quand on veut se lancer dans la santé, que ce soit dans l'académique ou l'industriel directement, c'est d'être accompagné par les juristes qui sont spécialisés. Alors là aussi, ça nécessite un certain budget, mais au moins, ça veut dire que l'IA est déjà réfléchie, déjà développée pour que la phase réglementaire soit déjà préparée, pour pas qu'on se retrouve au moment où le prototype fonctionne et est prêt à être utilisé, à se dire mince, on ne répond pas à un certain nombre de normes. Donc pour gagner un peu du temps et être un peu agile, encore une fois, bien dimensionner les équipes initiales, médecins, techniques et juridiques. Alors vous l'avez dit Sandrine, sur le côté aussi international, peut-être d'autres pays, notamment les États-Unis, mais une autre question est, est-ce que les contraintes évoquées sont les mêmes dans toute l'Europe? Alors,
Le marquage CE, oui, avec les mêmes classifications. Ce qu'on peut justement noter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que l'Europe est un territoire de jeu, peut être un territoire de jeu unique et qu'on n'a plus besoin d'aller dans chaque pays, au moins sur la partie marquage CE et accès au marché. Sur la partie remboursement, on gardera des modalités finalement d'accès au marché par pays, mais au moins sur l'apport de la preuve, ça commence à se généraliser. Donc sur ce qui est médical pur, je ne suis pas une grande experte, mais j'ai le sentiment que c'est uniformisé. Ce que disait Yann tout à l'heure, quand on va prendre la dimension sécurité, cybersécurité, où est-ce que j'héberge mes données, qui sont finalement d'autres contraintes réglementaires, là, on n'a pas la même approche dans tous les pays, effectivement, et on peut avoir l'impression qu'en France, on veut encore plus sécuriser. Très bien. Allez, 2 dernières questions. Une pour vous, Stéphanie. Y a-t-il plusieurs centres pour s'inclure dans un DACAPO? Comment participer à cette étude? Vous voyez, vous avez fédéré autour de vous pas mal d'intérêt. Alors ça, c'est plus une question pour les porteurs de cette étude clinique, donc le professeur Marquette et aussi Dr Jacques Boutros qui était. De ce que je comprends, c'est que oui, c'est ouvert à différents centres. Il me semble qu'ils ont déjà été identifiés. Est-ce qu'il est possible d'en inclure de nouveaux? A priori, je pense que c'est possible. Il faut prendre contact du coup directement avec l'équipe organisatrice qui est côté CHU de Nice. Très bien. Et une dernière question afin de respecter le timing qui est parfait, me semble-t-il. Comment les ARS vont-elles accepter les outils d'IA? Vous avez parlé notamment de l'action de la Haute Autorité de Santé. Y a-t-il déjà des directives pour le développement et l'utilisation de ces outils préventifs et de diagnostic? Auprès des agences régionales de santé. On voit des démarches d'innovation, en tous les cas, des agences régionales de santé pour trouver des projets, accompagner des projets, notamment en lien avec le Health Data Hub. Certaines ARS avaient soutenu des projets. L'ANAP a commencé également à référencer un certain nombre de solutions d'IA. J'ai l'impression que c'est émergent, mais qu'il y a une prise de conscience que ces outils, à la fois organisationnels et médicaux, sont des solutions qu'il va falloir embarquer dans les projets. Donc oui, nous on travaille aussi avec les établissements de santé pour diffuser la culture de l'IA et de la donnée. Donc ça avance vraiment. Ouais, c'est ce que vous soulignez, Yann, sur cette démarche un peu collective, que tout le monde avait conscience de cette... Ça commence à avancer au niveau des ARS, ça apparaît dans les plans régionaux de santé, qui viennent, la plupart viennent d'être renouvelés là, jusqu'en 2000, c'est pour 4 ou 5 ans, je ne sais plus, jusqu'en 2028. Et donc ça commence à apparaître, mais on est vraiment au balbutiement parce qu'il y a une acculturation déjà à mettre en place. Ça reste minoritaire, on va dire, par rapport à l'ensemble de leur périmètre. Mais ça commence. Là où ça émerge le plus rapidement, probablement, c'est sur des données de santé publique. À chaque fois qu'on a des thématiques telles que santé et environnement, là, ça commence à apparaître, effectivement. Bon, on va parler de Parlons IA pendant pas mal d'années. Sandrine, Stéphanie et Yann, merci à tous les trois. Merci à vous tous pour les questions que vous avez posées. On vient d'en parler, l'adoption, c'est surtout un sujet aussi de formation. Et donc, je vous propose que nous continuions après un cours intermède. Et bien, avec le prochain expert, on va parler des impacts de l'IA dans la pratique médicale et notamment, bien sûr, la formation des médecins. À tout de suite.